Bonjour tout le monde, je m'appelle Cyril Letton et je suis avec Camille Promera aujourd'hui. Chose promise, chose due, nous avions fait un événement dans le cadre de notre meet-up UX Writers FR dans la société Stormshield le 11 octobre dernier sur la rédaction technique et la rédaction UX. Et donc nous vous proposons aujourd'hui ce réenregistrement de cet événement afin que vous puissiez en profiter. Pour rappel, UX Writers FR, c'est un collectif, qui se compose de 3 personnes, donc Cyril et moi-même, mais aussi Amandine Aguitch. Notre collectif, a pour but de mettre en avant le travail de tous les UX writers francophones, et aussi d'aborder des sujets, qu'ils soient, métiers, process, ou bien tout simplement, d'organisation. Donc, petite parenthèse, si vous avez des sujets pour nous, n'hésitez pas à nous envoyer un email, on vous parlera de ça, à la fin de cet enregistrement. Nous sommes évidemment sur Meetup, c'est là où vous pouvez vous inscrire à nos événements, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn, où nous partageons des offres d'emploi et des articles. Et enfin, vous pouvez regarder les replays de nos événements sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va donc parler de la rédaction technique et de la rédaction UX. Donc pour ça, on va voir les mots qui font et défont les expériences, ces rédactrices qui créent ces expériences, et on va voir aussi les similitudes entre ces différents métiers. Alors, en effet, je ne pense pas vous surprendre en vous disant que les mots font et défont l'expérience. Si on choisit mal un mot sur une interface, c'est toute la confiance de l'utilisateur qui s'envole. Imaginez, vous êtes sur un formulaire d'inscription, mais vous ne savez pas à quoi exactement vous engage ce produit. Ou alors, si vous êtes dans une procédure, dans une documentation technique et qu'elle n'est pas claire. Les incohérences terminologiques perdent aussi l'utilisateur. Les libellés différents entre la documentation et le produit. Si on choisit le nom d'une fonctionnalité dans le produit, il faut absolument que la documentation reprenne ce mot. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, une erreur de traduction. Si on traduit à la va-vite ou qu'on utilise un logiciel de traduction automatique, on peut facilement se retrouver avec des incohérences et créer un produit mal traduit, mais un peu ridicule aussi. Enfin, certains mots créent du stress pour l'utilisateur et cela peut le pousser vers la porte de sortie. Si on a un message d'erreur qui n'aide pas, qui ne veut rien dire, ou qui est beaucoup trop alarmiste alors que l'utilisateur n'a pas vraiment fait d'erreur. Il y a aussi le fait qu'un bouton ne dise pas clairement ce qu'il fait, le fameux « en savoir plus », qui reste vague et qui ne pousse pas l'utilisateur à cliquer et qui ne va pas l'aider. On pourra peut-être parler un petit peu ensuite de problèmes d'accessibilité. Et enfin, un contenu mal hiérarchisé provoque un effet oppressant. Imaginez quand vous voyez un texte non formaté, comme si vous aviez un gros pâté sur un site web, c'est très difficile à appréhender. C'est la même chose pour une documentation. Si elle est mal organisée, si les procédures ne sont pas mises dans le bon ordre, ça peut être très, très oppressant. C'est aussi pourquoi le design s'est professionnalisé. Et il faut dire que la rédaction est maintenant une compétence reconnue, qu'elle soit technique ou UX. Pour vous donner un peu d'historique, on remarque que, au commencement d'un produit, il y avait souvent un product manager, un chef de projet et un développeur. Histoire de vérifier que le produit marche, on rajoutait une phase de test. Jusque-là, très bien. Sauf que quand on met un PM, un dev et un testeur dans une même pièce, on arrive souvent à un produit complexe, donc qui a besoin de expliciter. C'est là où arrive la rédaction technique. Donc le rédacteur technique va expliquer comment faire certaines démarches, va documenter le produit, vraiment, de A à Z. Puis ensuite, pour rendre ce produit joli, on a mis une couche de graphisme. Le graphisme s'est transformé heureusement en design avec les notions d'expérience utilisateur et d'interface. Ensuite, on a vu l'arrivée de la data, donc l'analyse, la performance d'un site et du SEO pour que ces produits et ces sites web soient indexés par Google. Et enfin, c'est là où nous, on arrive, rédacteur UX. On a trouvé l'intérêt de faire travailler ce produit en termes de contenu pour que le produit soit clair, concis, utile et qu'il soit très facile à appréhender pour l'utilisateur. Comme Camille l'a bien montré, la documentation technique fait partie de l'équipe design d'un produit. Donc, les rédacteurs et les rédactrices techniques
contribue à façonner justement l'expérience des utilisateurs et des utilisatrices. On s'en rend bien compte quand on rédige de la documentation pour une nouvelle fonctionnalité, pour un nouveau produit, pour un nouveau service. Les rédacteurs techniques sont généralement les premières personnes à tester l'application une fois que ces fonctionnalités sont développées. Et donc, du coup, ils vont pouvoir faire des retours aux équipes de développement pour pouvoir améliorer le produit et l'expérience utilisateur. Et c'est exactement la même chose aussi quand les rédacteurs rédigent la documentation, puisque le fait de verbaliser l'expérience utilisateur permet de mettre à jour des problèmes dans l'interface, que ce soit des problèmes de libellé ou même tout simplement des procédures pour les utilisateurs qui sont trop compliqués et qui pourraient être facilement améliorés. Et donc, du coup, les rédacteurs peuvent faire aussi des retours sur le produit en lui-même. Et donc, du coup, je vous partage cette petite citation qu'une de mes profs de français au collège me disait tout le temps. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Et quand je faisais de la rédaction technique, ça m'a vraiment parlé, justement, dans le cas où je testais des nouvelles fonctionnalités, où je devais documenter des nouvelles fonctionnalités, puisque je me rendais compte que s'il y avait un problème dans l'expérience utilisateur, un problème d'architecture d'information, un user flow un petit peu trop compliqué, ça minait en fait mon travail de rédacteur, puisque je peinais à trouver des phrases, des périphrases pour pouvoir documenter l'expérience utilisateur le plus simplement. Donc du coup, preuve en est que quand on travaille sur de la documentation technique, on fait partie des équipes design, puisqu'on contribue à façonner l'expérience utilisateur. Et donc, si vous voulez pas me croire, vous pouvez faire confiance à Don Norman, qui est la première personne au monde à avoir occupé le poste de designer d'expérience utilisateur, puisque c'est lui qui a inventé le terme expérience utilisateur. Et pour lui, la documentation technique, le manuel, fait entièrement partie de l'expérience utilisateur, au même titre que l'interface, le graphisme ou le design industriel d'un produit. Alors, pour ce qui est de la rédaction technique et de la rédaction UX, on se rend compte qu'effectivement, ce sont deux métiers relativement proches. Donc, pour l'illustrer, ben, je vous propose justement cette petite question. Les rédacteurs qui utilisent les mots pour permettre aux gens de les faire progresser dans l'utilisation d'un produit ou d'un service, à votre avis, est-ce qu'il s'agit des rédacteurs techniques ou est-ce qu'il s'agit des rédacteurs UX? La réponse, c'est un peu des deux. C'est vrai que d'un point de vue de définition, on va souvent associer l'UX Writing avec cette idée de faire progresser les utilisateurs et les utilisatrices avec les mots qui sont sur l'interface, mais c'est la même chose avec les rédacteurs et les rédactrices techniques, puisqu'ils font aussi progresser les utilisateurs en ajoutant à l'utilisation du produit la documentation. Et d'ailleurs, si on se penche un petit peu plus sur les définitions de ces deux activités, on se rend compte que ces deux métiers tournent autour de la clarté, la précision et l'utilisabilité. Le fait que les mots rendent le produit exploitable et utilisable. Donc, du coup, pour ce qui est de la rédaction technique, ça va effectivement tourner autour des caractéristiques d'un produit, le fonctionnement, l'utilisation du produit. Tandis que dans la rédaction UX, c'est tous les mots qui apparaissent à l'écran et qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, c'est pour ça que les rédacteurs et les rédactrices techniques sont déjà des personnes centrées utilisateurs. Vous faites véritablement partie de ceux qui façonnent l'expérience utilisateur, comme on le dit, puisque vous créez de la documentation qui est pensée pour des utilisateurs, donc c'est-à-dire que vous pensez déjà en fait au profil des utilisateurs, donc vous travaillez à partir de personas. Vous avez une connaissance très pointue du produit qui est documenté, qui vous permet d'avoir une vue 360 degrés de l'expérience utilisateur. Vous concevez une partie de l'expérience utilisateur, puisque un produit est souvent utilisé de pair avec la documentation. Et vous travaillez souvent avec les équipes produits pour pouvoir améliorer l'interface utilisateur, que ce soit au niveau des libellés, au niveau des messages d'erreur, des messages de succès, ce genre de choses-là. Et surtout, vous avez une relation privilégiée avec toutes les équipes qui contribuent à l'expérience utilisateur et vous participez justement à la résolution de conflits, de problématiques, lors d'ateliers, vous donnez votre avis. Donc, vous faites partie vraiment des designers.
Comme on a pu le voir, ces 2 métiers sont vraiment très proches. La preuve en est, si on compare les offres d'emploi d'UX writer et de rédacteur technique, on peut voir beaucoup de compétences en commun. Les compétences linguistiques, analytiques, techniques, des compétences de recherche, mais aussi relationnelles. On insiste pas mal sur ce point, c'est que soit l'UX writer ou le rédacteur technique, ce rôle est souvent vu comme un rôle pivot car, il est, au croisement de pas mal de disciplines et comme cette personne interagit avec des équipes techniques, mais aussi des équipes marketing et produits, il y a, plus grande facilité en effet pour résoudre des conflits, en tout cas être, vu un peu comme un médiateur. Il faut dire aussi qu'entre rédaction technique et rédaction UX, il y a pas mal de livrables similaires. Donc côté rédaction technique, on va travailler évidemment les manuels logiciels, la documentation système, les tutoriels, les guides. Côté rédaction X, plutôt du message d'interface, de la microcopie, mais aussi travailler des mock-ups, construire, la content design system. Mais au milieu de ça, on se rend bien compte qu'au final, on produit du contenu, donc du contenu support, du contenu d'interface. On travaille, tous les 2 l'architecture de l'information, que ce soit de la documentation ou du produit. Mais on peut travailler aussi sur des release notes, par exemple, des release notes d'applications ou de versions logicielles. Et on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup d'activités en commun également. On a cette phase de découverte, de recherche où, on va pouvoir assister à la présentation des fonctionnalités, faire de la recherche linguistique, être présent lors d'interviews utilisateurs, analyser aussi la donnée disponible, se former sur le domaine, regarder ce que font les concurrents, lire la littérature autour du sujet, mais aussi tout simplement en utilisant le produit, qui est tel qu'il existe et donc apprendre à mieux le connaître. Ensuite, il y a la phase évidemment de rédaction et de conception. Donc là, on va travailler l'architecture de l'information, l'architecture d'une documentation, le mapping du contenu d'un flow utilisateur. On va travailler la création du lexique, comment on définit certains termes. Évidemment, on va travailler et appliquer une charte de rédaction. Donc nous, côté UX writing, on appelle ça de plus en plus le content design system et côté rédaction technique, le guide de style, mais c'est vraiment à peu près la même chose. Enfin, on va faire du design de contenu, c'est-à-dire est-ce que ce contenu est plus logique à présenter dans un schéma ou dans une infographie, dans une vidéo? Et puis enfin, on va rédiger tout ce qu'il y a à rédiger. Il y a aussi la phase de correction, la phase de test, donc c'est crucial. On ne va pas laisser une faute d'orthographe, dans notre documentation ou dans nos interfaces. Donc on va relire, que ce soit par un autre rédacteur, par une autre équipe. Si c'est la relecture des traductions, est-ce qu'on a un expert, métier dans l'entreprise ou un expert, linguistique? Et aussi, on va s'occuper de faire de tests, mettre en place un protocole d'A/B testing ou tester avec les utilisateurs pour voir si la documentation est claire ou l'interface est claire. Et enfin, on n'oublie pas le côté stratégique de notre métier, c'est très, très important. Il y a toute la partie suivi des KPI. Donc, on va voir si suite à la création d'une interface, par exemple, on va voir si, les demandes, au support client augmentent. Ça veut peut-être dire qu'il y a un problème ou au contraire si elles baissent. On va voir, si, notre produit, est mieux indexé, mieux recherché dans Google. Est-ce qu'on a choisi les bons mots-clés? Et évidemment, suite à ce projet, on va pouvoir tirer, certaines leçons pour enrichir notre guide de style, notre charte et aussi montrer aux équipes, comment on mène à bien un projet, tout simplement. Et il est vrai qu'on a, comme je disais, ce rôle pivot et donc on a, de nombreux interlocuteurs et il se trouve que l'UX writer et le rédacteur technique, ont finalement les mêmes. Tout d'abord le support client. C'est, finalement un métier de l'ombre qui est malheureusement trop méconnu ou trop réduit, au simple fait de traiter des tickets. Un support client, c'est la source numéro 1 d'information. Ça permet de connaître les problèmes récurrents remontés par les utilisateurs et les utilisatrices, donc les trous dans la raquette en matière de contenu, les interfaces peu claires, mais aussi, on peut connaître la terminologie employée par les utilisateurs et les utilisatrices. Tout simplement, peut-être que vous avez nommé, une fonctionnalité d'une certaine manière, mais les utilisateurs ne le comprennent pas comme ça et emploient un autre mot. Ça, c'est très, très intéressant à savoir.
Ensuite, très intéressant d'avoir accès aux commerciaux avant-vente parce ils écoutent, tout ce que disent les prospects afin de signer un contrat, donc ils connaissent la terminologie des prospects, leurs besoins, leurs pain points et donc ils, savent exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas, donc produit actuel. Et enfin, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir les personnes qui forment ensuite les gens qui utilisent le produit, donc les account managers, le customer success, tout simplement parce qu'ils vont être presque au quotidien avec vos utilisateurs. Donc ils vont connaître les questions que les utilisateurs se posent, la terminologie, mais est-ce que les utilisateurs, au final aussi, comprennent du produit? Est-ce que cette fonctionnalité a été comprise facilement ou difficilement? Et donc c'est une mine d'or pour nous, côté conception UX et conception, de rédaction technique. Donc, comme on a pu le voir, ce sont 2 métiers très proches, mais c'est surtout aussi 2 métiers qui peuvent s'apporter énormément. Donc, que ce soit la rédaction, UX ou l'UX design de manière générale avec la rédaction technique. Donc, preuve en est, j'ai eu l'occasion de travailler en fait sur la documentation d'un portail, qui, suite à une nouvelle livraison, une montée en version, est passé d'une interface avec un seul menu à une nouvelle interface avec 3 menus, donc 2 méga menus, principaux superposés et un menu, visible sur la gauche. Donc du coup, là où je pouvais tout simplement dire dans le menu, sélectionner ou aller dans tel, sous-menu, bon, au niveau de la nouvelle interface, c'était un petit peu plus compliqué pour pouvoir, identifier, notamment le second menu, horizontal, et tout de suite, on se rend compte que ces problèmes d'architecture d'information, comme je le disais plus tôt, peuvent avoir un impact sur la manière dont on va tourner, nos phrases dans la documentation pour pouvoir expliciter quelque chose aux utilisateurs. Donc du coup, c'est un exercice qui est, très souvent fait en UX design. Ça s'appelle travailler sur les user flows et faire une analyse de tâches. Donc en gros, ça vise à formaliser une, séquence d'écran et d'actions qu'un utilisateur ou une utilisatrice devra réaliser dans un but précis. Et donc du coup, ça permet de, visualiser l'expérience utilisateur par étape. Et donc du coup, le fait de faire cette analyse de tâches permet justement de se rendre compte que, parfois, une expérience telle qu'elle aura été, designée n'est pas appropriée. Et très souvent, ça se présente soit de manière graphique, donc avec, un schéma comme vous pouvez le voir à l'écran, ou on peut demander effectivement au designer, UX de rédiger la procédure, donc comme on le ferait en rédaction technique, et on se rend compte, quand on fait cet exercice, quand on peine à trouver nos mots et à faire des phrases simples, qu'il y a peut-être effectivement un problème dans l'expérience utilisateur. Donc voilà, plus c'est compliqué, plus c'est que l'expérience n'est pas optimale. Pour ce qui est des apports de l'UX design, de l'UX writing à la rédaction technique, on peut parler notamment d'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est tout ce qui permet en fait de rendre une expérience, utilisateur accessible au plus grand nombre, notamment les personnes en situation de handicap ou les personnes qui n'ont pas, un accès, à internet comme on peut en avoir, en Europe. Et donc du coup, l'idée, c'est de s'assurer en fait que l'expérience que, ces personnes peuvent avoir n'est pas une expérience dégradée par rapport à celle qui est ouverte à toutes les personnes qui ne sont pas dans ces situations. Et donc du coup, très souvent, notamment les personnes en position de handicap, vont utiliser des technologies d'assistance qui vont leur permettre justement de pouvoir, utiliser un site web, une application ou un service. Donc, typiquement pour les personnes, malvoyantes, ça va être des lecteurs d'écran qui vont leur permettre justement, de verbaliser en fait tous les contenus qui sont sur l'interface et de pouvoir naviguer sur les sites web ou sur les différents écrans de l'application. Donc si par exemple on prend le cas des liens et donc du coup de l'importance de l'accessibilité dans une documentation, utilisateur, vous connaissez forcément le terme de référence croisée. Donc c'est ces liens et ces renvois que nous mettons dans la documentation pour pouvoir dire qu'il faut aller voir, telle ou telle, page dans l'aide en ligne, pour avoir plus d'informations sur tel sujet, un renvoi à des procédures depuis une page de description d'écran ou l'inverse. Donc il est très important quand on rédige des liens qu'ils soient clairs, précis et bien formulés. Donc si par exemple on fait un lien vers de la documentation,
il est important de préciser quel type de document le lien va ouvrir. Donc, il faut toujours dire ce qu'il se passe quand on clique sur un lien ou sur un bouton. Donc, si par exemple, on prend la première ligne, si on dit juste cliquer ici et qu'il n'y a que le cliquer ici qui est souligné, ça n'apporte pas d'informations. Donc, si on se met à la place d'une personne malvoyante qui va juste utiliser un lecteur d'écran qui va verbaliser ce bout de phrase, il ne saura pas ce qui se cache derrière ce cliquer ici. Donc, c'est pour ça que c'est important de préciser que quand on va cliquer dessus, on va télécharger un user guide au format PDF, parce que du coup, il y aura un changement d'application, un changement dans l'expérience utilisateur, donc du coup, on est prévenu. Et pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet de manière pérenne et qui ont une connexion relativement basse, qui n'ont pas la DSL ou la fibre, le fait de savoir qu'en cliquant sur ce lien-là, c'est un PDF qu'ils vont télécharger, ils pourront y réfléchir à deux fois si jamais ils ne veulent pas utiliser de leur data pour ne pas avoir téléchargé un PDF qui peut être plus ou moins lourd. Pour ce qui est des liens externes à la documentation ou à votre site, pareil, il est super important en fait de dire que quand on clique sur un lien, on va sur un autre site. Généralement, on le fait avec l'utilisation d'une petite icône qui va permettre en fait de rendre cette information visuelle. Ou sinon, on peut le dire de manière plus précise en disant visiter notre site ou tout simplement le marquer avec ces petites icônes. Pour ce qui est maintenant de la formulation de vos liens, en rédaction UX, on parle de front-loading, donc c'est-à-dire le fait de mettre en premier lieu dans une phrase tous les mots importants. Donc, c'est-à-dire, on commence toujours par ce qui est le plus important dans l'expérience et dans ce qui va se passer dans l'expérience utilisateur. Donc, du coup, c'est très important parce que ça permet aux personnes qui regardent un site rapidement de savoir tout de suite si oui ou non cette information les intéresse. Donc, typiquement, si on reprend l'exemple du téléchargement d'un fichier au format PDF, c'est plus intéressant de dire télécharger notre document plutôt que tout simplement dire cliquez ici. Même chose avec tout ce qui est concept. Donc là où tout à l'heure, on parlait directement de l'action que les utilisateurs vont faire. Ici, les concepts, ça peut être aussi très intéressant, par exemple, de ne pas avoir à mettre lisez ou visiter notre documentation et de parler directement en fait du concept et de mettre les substantifs en lien hypertexte. Pareil, ça permet tout de suite en fait, de mieux engager les utilisateurs et notamment les utilisateurs qui vont utiliser les lecteurs d'écran. Et dernier conseil pratique, ne jamais utiliser deux fois le même wording pour des liens différents. Donc, on en avait déjà parlé, tout ce qui est read more, learn more ou hear, ce sont des mots qui, quand ils sont utilisés en lien hypertexte, ils n'apportent rien à l'expérience utilisateur, puisqu'il faut avoir le contexte, donc c'est-à-dire ce qui vient avant ou après en termes de phrase, pour pouvoir exactement savoir ce qui se cache derrière ces liens. Donc, si vous vous mettez à la place d'une personne malvoyante qui va utiliser un lecteur d'écran et que cette personne-là cherche quelque chose de bien précis, mais que tous les liens à partir d'une page dans votre documentation ne disent que ici ou ici, concrètement, cette personne-là ne pourra pas savoir sur quel lien cliquer. Donc c'est pour ça que ce sont deux métiers qui sont très proches, qui peuvent s'apporter énormément. Et donc c'est pour ça qu'on vous conseille, si vous avez des UX writers dans votre entreprise, pour les UX writers qui nous regardent, si vous avez des rédacteurs techniques, n'hésitez pas à travailler ensemble, n'hésitez pas à faire des ateliers de contenu, des mappings de contenu sur le tone of voice, partager votre best practice en termes de rédaction, en termes d'accessibilité, en termes de design de contenu. On peut s'apprendre de manière mutuelle plein de choses. Donc, c'est très intéressant que toutes les personnes qui travaillent avec les mots au sein d'une entreprise puissent travailler ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à uxwritersfr
@gmail.com. On sera très content de vous répondre, si vous avez des questions sur l'UX Writing, si vous avez des questions sur le métier, si vous avez des, propositions de sujets, si vous voulez intervenir, lors d'un prochain événement. C'est avec plaisir qu'on vous répondra et qu'on vous accueillera. Merci beaucoup et rendez-vous le 24 novembre pour notre prochain meet-up. On révélera le sujet tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir.